Et le docteur Laurent Jouffroy, qui travaille à la clinique des Diaconesses, qui est anesthésiste réanimateur à la clinique des Diaconesses à Strasbourg, ancien président de la SFAR, ancien président de l'AFCA. Donc on est très content de vous avoir tous les deux pour modérer cet après-midi. Alors, le programme, on va recommencer par Saint-Antoine, où on va faire un point sur les patients que l'on a vus ce matin. La chirurgie des kystes biliaires, l'ablation de matériel sous rachis, et puis des urgences. On a entendu parler ce matin de la prise en charge d'urgence. Donc on va faire le point avec l'équipe de Saint-Antoine. Si on peut retourner à Saint-Antoine, s'il vous plaît. Et ben voilà. Vous m'entendez ? Parfaitement, DJ. Oui. Ok, très bien. Bah écoutez, j'espère que vous avez bien déjeuné et nous on continue. Donc cette session va être essentiellement dirigée autour de notre circuit des urgences. Donc par rapport à l'activité de ce matin, le kyste biliaire est en salle de réveil. On y passera et on pourra voir la patiente qui va très bien et qui n'a absolument pas de douleur, une VA3 pour l'instant, pas de nausée, pas de vomissement, mais on passera la voir. En salle 3, qui est la salle ici, il y a la fin d'une chirurgie qui était l'appendicectomie en urgence. Le chirurgien essaye de partir, on va lui laisser la place. Voilà, donc le patient de l'appendicectomie va aller en salle de réveil. En salle 2, nous avons la rachianesthésie en cours pour l'ablation de matériel, avec un petit délai, le patient nous ayant dit ce matin qu'il avait pris un verre de lait à 7 heures. Donc ça, c'est les contraintes de l'ambulatoire et le respect des consignes qui ne sont pas toujours respectées à la lettre. Donc on a décalé un petit peu son anesthésie et la chirurgie est en cours. On a un patient qui est ici en train d'être bloqué pour donc une fracture de Bennett du pouce et qui aura un bloc axillaire pour la chirurgie à la lidocaïne 1,5% adrénaliné et un bloc analgésique distal à la ropivacaïne. Donc là, pour l'instant, il y a la mise en place du bloc axillaire avec un de nos internes et supervisé par Florence Marchand-Maillet. Donc voilà où on en est actuellement. Donc je vous propose de faire le circuit. Vous avez en enfilade les trois salles, les trois postes d'accueil où généralement donc, on bloque successivement ou consécutivement 3 patients et les patients étant dispatchés sur les 3 salles d'opération qui sont vers l'arrière. Donc je vais peut-être juste passer le micro à Florence qui va nous parler brièvement du bloc analgésique qu'elle va pratiquer à la fin de cette intervention. Bonjour, rebonjour, j'espère que vous avez bien mangé. Ah oui, j'ai un micro-cravate. Donc, arrête, tu attends, Victoria. Donc on est en train de faire un bloc axillaire pour un patient qui a une fracture donc de la base du pouce, une fracture de Bennett. Qui va ensuite bénéficier d'une analgésie par bloc nerveux périphérique médian radial à la ropivacaïne 0,475. Il a eu par ailleurs, au moment de la préparation, de la dexaméthasone 8 mg pour prolonger cette analgésie. La dexaméthasone prolonge l'analgésie par bloc nerveux périphérique de 12 à 17 heures, ce qui lui permettra de passer la première nuit post-opératoire sans douleur liée à la fracture et à la réparation osseuse. Voilà. Et ça l'empêche, au moment de la sortie, il aura quasiment récupéré de son bloc axillaire et il aura absolument pas mal. Très bien. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va se diriger vers la salle de réveil. On va laisser Florence terminer son bloc avec Victoria et on va aller vers la salle de réveil. Alors, donc, salle 3, une appendicectomie qui se termine et qui est en phase de réveil. Le patient étant réveillé en salle. Salle 2, la rachianesthésie pour l'ablation de matériel qui est aussi en train de se terminer. Et je pense qu'on verra le patient en fin d'après-midi pour sa récupération motrice et une éventuelle écho de vessie qu'on pourra vous montrer puisque nos patients bénéficient d'une écho de vessie avant sortie de SSPI.
Les 3 postes d'induction supplémentaires, donc on a 4 postes d'induction. Et on va se diriger vers la salle d'op. On va éventuellement traverser cette salle d'op en même temps et interroger voilà, le chirurgien qui est le chirurgien en charge des urgences. Allô, allô. Voilà. Sylvie, notre IBOD, en plein boom. On va passer par là. Hop, attention, c'est bon. Voilà, donc là on est dans la salle 1. Raphaël Mauprivé, notre chef de clinique fin de clinica, qui va bientôt être un PH temps partiel chez nous, et qui est le chef de clinique en charge des urgences aujourd'hui. Donc on a une patiente qui a une fracture du poignet, qui va être ostéosynthésée, qui a bénéficié pareil d'un bloc axillaire à l'axillo, et d'un bloc analgésique sur le territoire du médian et du radial à la ROPI, avec une injection intraveineuse d'hexaméthasone et un antibiotique pour l'antibioprophylaxie, qui a été placé donc, en salle de préparation, qu'on avait vu ce matin par l'infirmière de Véronique, qui était en salle de préparation. Donc on va les laisser tranquillement assurer cette chirurgie, et on va se diriger, donc le circuit du patient est le même. Le patient, si le patient n'a eu aucune sédation intraveineuse, ce qui est le cas de cette patiente qui a eu un bloc, le patient déambule. Le patient a déambulé de la salle de préparation vers la salle d'induction, a déambulé de la salle d'induction vers la salle d'opération, et va déambuler de la salle d'opération vers la salle de réveil. Donc il n'y a pas de brancardage de cette... voilà, donc l'incision, et on va les laisser... donc, à leur chirurgie, on va se diriger vers la salle de réveil, qui est donc l'étape suivante par rapport dans notre circuit patient. Une salle, le patient ne repassant pas par l'entrée principale de la salle. Voilà. Donc là, on est sur l'arrière du bloc et on se dirige vers la salle de réveil. Voilà. Notre aide-soignant d'accueil, notre infirmier de salle de réveil, Jean-Michel, qui a pris en charge donc notre patiente de ce matin. La patiente que vous avez vue ce matin, vous voyez, elle est aussi souriante qu'en préopératoire. Voilà. Et chirurgie, donc vous avez vu ce matin en direct avec le professeur Paye. Et donc, elle est en phase finale de récupération en salle de réveil. Pas de nausées, pas de douleur majeure. C'est récupérer doucement de cette fin de chirurgie, et puis on la réinterrogera éventuellement au moment de sa sortie tout à l'heure de l'unité. Et pour l'instant, elle a eu comme antalgique, alors on a la feuille d'anesthésie, elle a eu perfalgan et prophénide, elle a eu une VA3 et contramal 50 mg au réveil. Donc pour l'instant, on est sur perfalgan, prophénide et contramal, Didier, avec, comme on a vu, l'infiltration des trocars et l'instillation des coupoles. Voilà, Didier, c'est Marc Bossier, tu m'entends? On a un petit problème satellite. Donc le patient qui peut déambuler, celui qui n'a toujours rien eu, de toute façon, est arrivé. Ah, voilà, bon. Allô? C'est bon. C'est bon, Didier, on avait un problème satellite. Vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Est-ce que tu peux recommencer? Vous avez été coupé à quel moment? On a été coupé au moment où tu commençais à interroger la patiente. Voilà. Si tu pouvais donc juste... je retourne vers la patiente. Voilà. Okay. Voilà, quand on va trop au fond, ça ne capte plus. Voilà, donc je suis en milieu de salle. Donc ce qu'on disait, c'est que la patiente donc, a une récupération totale actuelle de son anesthésie, va bientôt sortir de salle de réveil. On reviendra sur les critères d'aptitude à la rue, puisque c'est au niveau de cette salle de réveil que se font les critères d'aptitude à la sortie
On a une checklist qui est faite par notre infirmier de réveil. Jean-Michel vous réexpliquera ça en fin de journée, puisqu'on reviendra sur le circuit de nos patients. La patiente a eu comme antalgique prophénide et perfalgan en péropératoire, contramal 50 mg à son arrivée en salle de réveil, pour une UVA à 2-3, et instillation des coupoles et infiltration des trocars. Voilà, donc tout va bien de son côté, elle est souriante et attend encore quelques minutes avant d'aller prendre sa collation, et on va aller vers la salle de collation, qui est l'étape finale de notre circuit patient, puisqu'on est sur un circuit en boucle. Donc vous avez vu la boucle depuis ce matin, l'accueil, attention à la marche, voilà, attention à la porte, derrière, voilà. Et là on passe à côté de la régie. D'habitude, il n'y a pas tout ça dans le couloir. Et puis, voilà, le patient étant sorti de la salle de réveil avec les critères d'aptitude à la rue, est pour nous considéré comme partant. Et on va vous montrer un petit peu la dernière étape. Donc, nous avons devant nous un patient, donc vous verrez de dos, et le docteur Marchand-Maillet qui va faire la sortie du patient. Ce patient avait une plaie bilatérale des deux mains, donc bilatérale forcément c'est les deux mains, et puis a eu pour cela, avec prédiscussion avec le chirurgien, on voulait lui proposer une anesthésie loco-régionale bilatérale. Donc après discussion avec le chirurgien, on a établi qu'un des membres pouvait être bloqué partiellement, donc il a eu un bloc distal sur le membre à gauche, qui lui permet de mobiliser, il peut nous montrer, qu'il immobilise son bras, immobilise sa main. Donc il a eu un bloc distal du membre gauche et un bloc axillaire du membre droit qui est encore endormi, encore en écharpe. Voilà. Donc je vais peut-être laisser Florence parler un petit peu de la sortie. Donc, ça va? Ça va. Vous vous sentez bien? Très très bien. Pas de nausée, pas de vomissement, pas de vertige? Ok, c'est parfait. Donc, pour les consignes pour cet après-midi, donc votre bras droit est encore endormi. Évidemment, il faut garder l'écharpe tant que le bras est endormi. Vous ne devez pas l'utiliser, ne pas conduire, pas de vélo, pas de moto, pas de scooter, ne pas faire de bricolage, pas de cuisine, ne pas toucher quelque chose de chaud. Vous pourriez vous brûler sans même vous en rendre compte, évidemment. Et donc, vous rentrez chez vous et vous vous reposez dès que votre accompagnant est là. D'accord? Donc, vous pouvez manger et boire normalement, en revanche. Et s'il y a un problème grave ou urgent, vous pouvez téléphoner à ce numéro de téléphone qui est indiqué sur la feuille de recommandation que je viens de vous donner par oral. Pour ce qui concerne la douleur post-opératoire, donc vous avez eu un bloc axillaire qui va se lever, mais en général, les plaies, ce n'est pas très douloureux. La chirurgie de la plaie, la réparation, ce n'est pas très douloureux. Donc vous allez prendre avec votre collation, vous n'avez pas encore eu le temps de prendre, du paracétamol qui devrait être quasiment suffisant. Si jamais ce n'était pas suffisant, vous avez la possibilité de prendre du topalgique qui est un peu plus puissant, à raison d'un comprimé maximum 4 fois par jour. Et le paracétamol, vous allez le poursuivre chez vous à raison d'1 gramme toutes les 6 heures, et ce pendant 48 heures de manière systématique, et ensuite vous adapter en fonction de vos besoins. Voilà, et la prescription est pour 10 jours. Vous récupérez ça en pharmacie. Dans votre dossier, donc, vous allez trouver donc, cette ordonnance, les recommandations de sortie, le compte-rendu d'anesthésie, le compte-rendu opératoire, les ordonnances concernant les pansements avec l'ordonnance pour l'infirmière et l'ordonnance pour récupérer le matériel pour faire les pansements à domicile avec l'infirmière si besoin. À récupérer également en pharmacie. Le premier pansement sera réalisé en consultation lundi matin et ensuite les autres à votre domicile avec une infirmière de ville. Et puis il y a votre arrêt maladie évidemment jusqu'au 31 octobre. Voilà. Vous avez des questions? Aucune, parce que c'est très bien expliqué et c'est très bien pris en charge. Tout va bien. Merci, c'est gentil. Voilà, donc on a donc eu ce patient qui était admis en urgence pour des plaies bilatérales des mains. Et les 3 autres urgences admises aujourd'hui étaient donc une appendicectomie, une fracture de Bennett du pouce et une fracture du poignet, tous les deux ayant bénéficié pour l'instant d'un bloc anesthésique à l'axillo et un bloc analgésique à la ROPI. On les reverra sans doute plus tard, mais peut-être pas, parce qu'ils seront sans doute sortis lors de notre retransmission de 16h50.
mais on reverra le circuit ensemble. Donc je pense que pour notre circuit, on a terminé, vous avez fait le tour, on peut repartir vers, comme ce matin, refaire un tour de l'unité, la salle de collation qui attend donc le patient pour sa collation avant départ, notre aide-soignant d'accueil qui va s'assurer que les dernières consignes, les derniers papiers sont bien remis au patient et que l'accompagnant est bien là pour sa sortie. Donc ça, c'est le vestiaire où le patient va récupérer ses valeurs et ses chaussures, ce qu'il a déjà fait puisqu'il est déjà habillé, je vois, complètement. Et la salle de préparation où on avait nos 5 postes du CA. Voilà, donc on a bouclé. Si vous voulez, si vous avez des questions, on vous écoute. Des questions dans la salle? Après le post-prandial. Première question pour Olivier sur le circuit. Le choix d'avoir un circuit marche en avant par rapport à un choix avec des box. Est-ce que c'était une impossibilité locale ou est-ce que vous avez débattu longtemps pour choisir ce circuit spécifique à Saint-Antoine? Alors, je vais laisser parler Florence parce qu'elle a plus d'antériorité que moi dans l'unité. Et donc, en fait, la marche en avant a quand même un grand avantage, c'est que le patient, ne restant pas sur le poste d'admission, va pouvoir passer à l'étape suivante et libérer sa place pour qu'un patient puisse être accueilli. Donc, ça permet une rotation bien plus importante qu'un box ou qu'un lit qui est attribué au patient des fois pour la journée. Alors on peut se dire qu'effectivement le facteur limitant, mais on peut en reparler en fin de journée, c'est que notre salle de réveil sert aussi de salle d'aptitude à la rue et qu'on veut bien entendre que si on a 3 ou 4 patients qui nécessitent une surveillance de longue durée de 4 à 6 heures après une chirurgie, on va emboliser des blocs, des places de SSPI. Mais notre activité principale étant une activité de chirurgie de la main avec un séjour en salle de SSPI extrêmement court, il y a aussi un taux de rotation des places de SSPI très rapide. Donc on est sur un taux de rotation des places d'admission et un taux de rotation des places de SSPI très rapide. Mais peut-être Florence peut parler de l'antériorité, parce que moi je ne suis pas là depuis très longtemps. Alors, pour ce qui concerne effectivement le parcours en sens unique avec le principe de la marche en avant, initialement a été choisi de manière stratégique pour améliorer la fluidité du parcours des patients et améliorer le changement de patient surtout. Un patient qui est dans un lit d'hospitalisation dont il faut attendre la sortie, quand le lit est attribué nominativement à quelqu'un, eh bien c'est évident qu'il faut attendre la sortie de ce patient qui peut revenir à un moment donné du bloc opératoire, être pas bien réveillé, etc. Alors que là, dès que le fauteuil ici est libre, on peut mettre un autre patient. Le patient, il a un vestiaire, mais il n'a pas de lit attribué. C'est ce qui permet à chaque fois de passer d'une étape à l'autre jusqu'à la fin, sans jamais limiter l'entrée de patient dans le circuit. Le patient peut passer à l'étape d'après, un autre patient arrive et prend sa place en préparation, etc., etc. À chaque étape, c'est la même chose. Pour ce qui concerne la sortie, en fait, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de place en salle de réveil qui sert effectivement, en plus de récupération des critères de retour à domicile. Donc, effectivement, c'est une période qui peut être un petit peu plus longue que dans un lit de SSP, un fauteuil de SSPI classique. Mais en pratique, il s'avère qu'on n'a pas tellement de soucis. Les patients sortent, les cholécystectomies, qui sont les durées de séjour les plus longues, ont des durées de séjour entre la sortie de la salle d'opération et la collation, qui est entre 2 heures et 2 heures et demie. Donc finalement, on arrive à récupérer les fauteuils de salle de repos assez rapidement. Merci donc, beaucoup. C'est vrai que ce n'est pas beaucoup, mais on arrive de toute façon là actuellement un peu dans les limites de l'architecture telle qu'elle est faite de l'unité. Et c'est vrai qu'à 3 patients par fauteuil, on va avoir du mal à aller au-delà. On a un taux d'occupation des salles qui est déjà assez important. Mais il nous est permis grâce à ce principe de la marche en avant. La salle vient de se réveiller. Il y a une question. Oui, une petite question, Tristan Ascar, Monaco. Certaines équipes de chirurgie de la main ne recommandent pas le jeûne chez leurs patients, dans la mesure où ils estiment que tous les patients seront sous anesthésie loco-régionale. Ils ont un tel taux de réussite que de toute façon, il n'est pas question de convertir ce mode anesthésique. Qu'en pensez-vous ?
En ce qui nous concerne, on reste attaché aux recommandations de l'ASFAR. Je pense qu'une anesthésie reste une anesthésie. Une ALR peut toujours déraper d'une manière ou d'une autre. Alors évidemment, c'est extrêmement rare, mais alors on peut se poser la question, est-ce que parce que un cas sur 1000 va nous poser un problème, il faut imposer aux 999 autres un jeûne préopératoire? La question peut être débattue, mais en tout cas, le jeûne, les consignes de jeûne sont appliquées et on demande à nos patients, effectivement à nos patients de boire un café noir, un thé sans lait, une boisson claire dans les 2 heures qui précèdent leur arrivée à l'unité. Donc on applique strictement les recommandations actuelles de l'ASFAR, un jeûne solide de 6 à 8 heures, et un jeûne liquide pour les liquides clairs de 2 heures, ce qui fait que nos patients ont une période de jeûne relativement restreinte dans la mesure où la durée moyenne de séjour dans l'unité est de 2 à 3 heures. Une question, Front. Tinel, Paris 5. J'aimerais bien qu'on aborde le problème du fast track. Parce que dans les structures classiques, quand on fait énormément d'ambulatoires, il y a une surcharge de la salle de réveil qui est commune et qui très vite est débordée. Alors chez nous, par exemple, on a commencé par le membre supérieur, mais il y a des problèmes légaux liés à l'utilisation de la salle de réveil, et je voudrais savoir où on en est. Alors, ouais, vas-y. Ah oui. Donc il y a eu toute une session de l'ASFAR au mois de septembre sur le sujet, avec un certain nombre d'intervenants tout à fait dans le domaine, notamment le professeur Liénard. Marc Bossier était présent, d'ailleurs je pense qu'il pourra en parler et reprendre certaines choses si jamais je me trompe. Donc ce qui a été dit à l'issue de cette session qui était extrêmement intéressante sur le sujet est que effectivement, les choses évoluent, les techniques évoluent, l'anesthésie évolue. L'ALR est une des techniques qui permettrait, effectivement, quand on est au-delà de 45 minutes de la réalisation du bloc, si le patient va très bien en salle d'opération, peut-être, effectivement. Néanmoins, légalement, il y a un texte de loi qui est là, les recommandations sont... Voilà, et donc le temps que tout ça évolue, ça va prendre un petit peu de temps. Ce qui a été dit à la fin de cette session, c'est que si vous décidez de mettre ça en place dans votre structure, il était indispensable d'écrire une procédure qui soit extrêmement claire, décrivant les conditions dans lesquelles ce fast track était possible, réalisable. Voilà, si Marc Bossier veut compléter. Moi, je rajouterais juste que si vous avez vu donc, la manière dont on est organisé ici, et effectivement, avec les limites qu'on a précisées tout à l'heure de la salle de réveil, qui est aussi la salle d'aptitude à la rue, on limite un peu ce problème de fast-tracking, parce que notre patient qui va aller dans cette salle sera mis en condition pour un départ. Il sera quand même passé en salle de réveil, mais est-ce que c'était la salle d'aptitude à la rue? Est-ce que c'était la salle de réveil? Il aura été, en tout cas, dans une structure appelée SSPI avant sa sortie. Donc c'est une manière possible pour l'instant, de faire du fast-tracking sans le dire. Laurent, peut-être, pour une dernière question. Attends, peut-être pour qu'ils entendent en retour ta voix, parce que ta voix porte malheureusement pas jusqu'à 503. Ils ont très bien répondu, hein, je pense que c'est important. C'est un texte de loi. Un texte de loi, c'est l'histoire du feu stop ou du feu rouge dans le désert. C'est-à-dire vous êtes obligé de vous arrêter, même sauf si vous ne faites pas choper, mais en théorie, il faut vous arrêter. C'est comme ça, c'est la loi. Ce n'est pas un problème médical, c'est un problème législatif. Donc il faut faire attention. Il faut faire évoluer probablement ce texte, mais il faut rester extrêmement prudent, parce qu'il faut le remettre aussi dans le contexte de l'époque et la nécessité effectivement de sécurité et tout ce qu'a pu apporter ce texte. Donc on avance vraiment très doucement au niveau de l'ASFAR sur ce sujet, et il faut vraiment faire très attention. Juste un petit mot de nomenclature entre guillemets, fast track et bypass. Donc c'est court-circuit et circuit court, c'est pas pareil. On peut faire du fast track, on ne peut pas faire du bypass pour l'instant. Mais à l'opposé, le texte de loi nous permet tout à fait de faire du circuit court, du fast tracking en salle de réveil, d'où ma question tout à l'heure avec l'équipe d'Anthony sur effectivement peut-être aménager
une partie, ou ce que vous évoquiez à l'instant de pouvoir effectivement envisager une partie du secteur ambulatoire comme ça, et qui resterait dans les critères, en attendant d'aller plus loin, qui resterait dans les critères du décret. Et puis effectivement, en tout cas, comme tu l'as très bien dit, qu'il était fondamental d'écrire ces procédures. Tu veux qu'on retourne en salle de réveil? Une toute dernière question. Ça va être un peu court. Moi, peut-être ma dernière question sur les urgences. Est-ce qu'au départ, vous avez eu du mal à faire comprendre à l'administration qu'on pouvait mettre des urgences dans de la chirurgie ambulatoire? Alors, je pense que non. Enfin, je ne pense pas que l'administration ait été... Le seul problème qu'on peut avoir, c'est sur les problèmes d'admission. Il faut que le patient n'ait pas été admis, hospitalisé dans l'hôpital, pour des problèmes d'hospitalisation et de cotation et de facturation. Si le patient a été admis, hospitalisé, et qu'on le refait passer dans notre circuit ambulatoire, même s'il y a passé une heure en hospitalisation, on ne pourra pas le rentrer dans nos statistiques de chirurgie ambulatoire. Donc, en fait, ce que font nos chirurgiens, c'est qu'ils voient les patients aux urgences, la veille au soir en général, ou dans la nuit, et reconvoquent les patients le matin dans l'unité, et à ce moment-là, le patient a toutes les consignes. Vas-y, donc, complète. Ce qu'on fait, les chirurgiens peuvent soit les voir aux urgences, soit on a des parcours prévus avec des recommandations et des feuilles d'information décrites qui sont remises aux patients dans d'autres urgences, comme par exemple celle de Thonon ou celle de la Pitié-Salpêtrière ou la Rivoisière, par exemple, avec l'urgentiste qui va appeler sur le SOS Main, le numéro de téléphone du SOS Main, et en fonction de ce qu'il décrit, le patient est reconvoqué le lendemain matin au niveau de l'accueil d'orthopédie. À ce moment-là, le chef de clinique qui est sur les urgences sélectionne les patients qui vont être aptes au passage en chirurgie ambulatoire, et on les prend en charge au fur et à mesure des places disponibles. Le nombre de places étant déterminé la veille, une fois qu'on a complètement finalisé la programmation, l'ordonnancement, l'ordre et les heures où la chirurgie programmée se finit, et en fonction de la place restant, on envoie un mail à l'ensemble des chirurgiens, dont celui de garde, pour qu'il sache le nombre de places qu'il a à disposition le lendemain dans l'unité. Et ces patients donc sont reconvoqués depuis les urgences de Saint-Antoine, mais aussi de Thonon, de la Rivoisière, de la Pitié, etc., par l'intermédiaire du SOS Main. Donc, pour être très clair, il n'y a pas d'hospitalisation du tout aux urgences, hein, c'est bien ça, votre circuit. Ce sont des patients en consultation, ils sortent entre guillemets de l'hôpital. Ah non. Hein, c'est bien ça votre circuit. Oui. Pour être très clair. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Et l'appendicectomie qui a été acceptée aujourd'hui a été vue en urgence hier et reconvoquée ce matin sur une procédure ambulatoire. Alors, juste un tout petit complément sur ce qui a été dit sur la prise en charge des urgences. Vous avez bien compris que tout le travail est en amont sur les critères d'éligibilité qui doivent être dépistés dès l'arrivée aux urgences. Il y a eu la prise en charge de cette appendicectomie. On a travaillé, et je sais que Magali Lefrançois est là, elle a beaucoup travaillé sur les critères d'éligibilité aux urgences des appendicectomies pour l'ambulatoire, ce qui fait que nos urgentistes, quand ils appellent le chirurgien digestif, ont déjà screené des critères d'éligibilité qui nous permet avec une très forte probabilité de savoir que ce patient peut rentrer dans une prise en charge ambulatoire avec succès. Il y a une question là, visiblement. J'ai vu un bras se lever. Je voulais poser une question. Donc, Pierre Blagnier-Poissy, au niveau, ça fait 3 fois et peut-être 4 fois que j'entends citer le tramadol dans le cadre de l'ambulatoire. Je voulais donner un peu mon opinion. Si vous faites la littérature sur ce produit, il y a 7 études correctes qui étudient les effets secondaires. Sinon, c'est des études de comparaison sur l'analgésie, sur des patients frais. Il y a des gens qui sont chroniques sous tramadol, ils sont habitués, on va probablement pas l'arrêter. Mais sur des patients frais, il y a entre 20 et 25% d'intolérance à type de nausées, vomissements, vertiges, qui durent parfois plusieurs heures et qui bloquent des sorties d'ambulatoire. J'ai identifié régulièrement plusieurs patients qui ne peuvent pas sortir parce que quelqu'un a cru bien de faire du tramadol IV en fin d'opération préventivement, je ne sais pas de quoi. Mais voilà, donc ce produit par ailleurs a une Tmax qui est clairement supérieure à 240 minutes. Il y a une étude prospective randomisée bien faite
co-signé par Mazois au Kremlin-Bicêtre, 240 minutes après, on est à une dose efficace 50 pour 240 mg. Il n'y a pas de dose efficace 90. On n'atteint jamais l'efficacité. On arrête. C'est une prodrogue qui a des métabolites très différents selon l'individu. Donc l'intérêt de ce produit, qui d'ailleurs, il y avait un remplaçant il y a une dizaine d'années, je ne sais pas pourquoi il n'est toujours pas sorti, peut-être qu'il n'est pas meilleur, c'est prévu par le même laboratoire, ce n'est pas un produit idéal pour l'ambulatoire. Moi, je pense que ce qui a été dit est tout à fait exact. Et nous, on utilise effectivement, la plupart des patients sortent sous paracétamol, anti-inflammatoire quand c'est possible, une protection gastrique et l'instruction de passer à un niveau, à un palier 2, voire 3, puisqu'un certain nombre de nos patients sont possiblement sortis sous actiskénan, et notamment la plupart des chirurgies des vésicules, des hernies ou des chirurgies osseuses plus importantes ont une prescription d'actiskénan qui vient en secours. Hein. On leur dit effectivement que ce n'est pas une prise d'actiskénan systématique. Mais le topalgique reste une médication d'appoint pour des douleurs. On a un besoin d'un palier 2, et en palier 2, on n'a pas grand-chose. Hein. On a du palier 1, c'est anti-inflammatoire paracétamol, et du palier 3, c'est la morphine. Et entre les deux, il nous manque quelque chose. Dernier commentaire, et après on passe à la clinique de Toulouse. Marc, non, j'ai une bêtise. On rejoint l'équipe de Toulouse tout de suite. Est-ce que je peux... Ok. Merci beaucoup DJ, merci à Saint-Antoine. Je t'en prie.